beaucoup, Evan. Tiens. Merci, Sylvie, de nous donner l'occasion de présenter les actions associatives devant vous tous aujourd'hui. Moi, c'est Victor et effectivement, on a créé avec Julien il y a quelques années l'association Captain Darwin. Alors, je trouve que cette peinture, elle est intéressante parce qu'on voit Darwin quand il est jeune. Et c'est vrai que quand on réfléchit à Darwin, on pense plutôt à un vieux monsieur, longue barbe blanche, le Père Noël de l'évolution. Et en fait, avant d'être vieux, Charles Darwin a été jeune. Et cette peinture en est le témoignage. Voilà, donc nous, ce qu'on fait chez Captain Darwin, c'est qu'on fait un tour du monde à la voile. On reproduit très exactement le parcours de Charles Darwin autour du monde et on utilise les images qu'on fait de ce tour du monde pour engager la jeunesse à la préservation de la biodiversité sur le territoire breton. Alors, Charles Darwin, évidemment, n'a pas découvert la théorie de l'évolution en restant tranquillement sur son canapé. Non, non, non. C'était un aventurier, c'était un jeune passionné qui est parti à 22 ans à bord d'un bateau qui s'appelle le HMS Beagle, 30 mètres de long, 70 membres d'équipage. Donc, prenez-en de la graine parce qu'à l'époque, il y avait du monde sur les bateaux. Et il a fait un tour du monde qu'on va découvrir grâce à cette carte qui ressemble un petit peu à une sorte de Vendée Globe à l'envers. Je suis sûr que parmi vous, il y a des passionnés, des amateurs de course au large. Vendée Globe, c'est quoi? C'est tour du monde par les 3 caps. Le cap de Bonne-Espérance, Cap Lewin en Australie et Cap Horn au sud du continent américain. Et Charles Darwin, parce qu'il n'aimait pas faire tout comme tout le monde, il l'a fait mais à l'envers. Donc c'est-à-dire qu'il est parti contre les vents dominants, ce qui ne facilite pas notre travail. Ça fait 4 ans qu'on est parti maintenant, depuis Plymouth comme Charles Darwin avant nous. Et le concept, grâce à cette nouvelle photographie, on fait ce tour du monde avec le beau bateau du monde, comme j'aime à dire. Alors pas 30 mètres, mais 12 mètres, et on est que 4 à bord. Et j'utilise le livre de Darwin comme Bible, tout simplement comme point de référence de à quoi ressemblait la nature à son époque, il y a 200 ans. Et on va à la rencontre des scientifiques dans chacun des territoires où on s'arrête. On leur soumet ce que Darwin écrit à son époque, et on leur demande tout simplement la question suivante: que reste-t-il aujourd'hui de ce que Darwin a vu? Et pour illustrer un petit peu ce propos-là, puisque ça fait 4 ans qu'on est parti, je voulais vous donner un exemple. Alors, on a fait pas mal de pays depuis. Le bateau en ce moment est en Nouvelle-Zélande. J'y retourne dans 3 jours d'ailleurs. Donc, on a fait un demi-tour du monde. Je vais pas vous raconter toutes les escales qu'on a fait depuis le départ. Ça prendrait un peu trop de temps. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer au moins une escale. Alors, on va aller très rapidement, le temps de quelques minutes, dans la forêt tropicale atlantique. On est au Brésil. C'est une magnifique forêt. Il faut imaginer que quand Darwin arrive devant ce paysage, il est comme un dingue, parce que lui, c'était un Anglais. Alors, je dis pas que la nature anglaise est pas jolie, mais on imagine quand même des couleurs un petit peu plus ternes. Et là, tout d'un coup, il arrive dans cette forêt tropicale. Il est passionné, il est ébahi, et il va commencer son travail de naturaliste. La manière dont il décrit cette forêt tropicale, elle est très intéressante. Et je vais lire une petite citation de lui. Il écrit « Compte tenu de l'immensité du Brésil, la proportion de terres cultivées peut à peine être considérée comme significative comparée à celle qui reste à l'état naturel. » Il rajoute « À une époque future, quelle population immense ce pays pourra nourrir ?» Alors pourquoi je la trouve intéressante cette citation? Parce qu'elle donne à voir à quoi pouvait ressembler la forêt tropicale à son époque. Tellement grande, tellement dense, qu'une toute petite partie seulement est utilisée par l'homme. Et quand il écrit à une époque future quelle population immense ce pays pourra nourrir, il ne se doute pas que la population effectivement va largement augmenter, puisque à son époque, en 1832, il y a 5 millions d'habitants au Brésil. En 2025, quasiment 2 siècles plus tard, on est passé à 218 millions d'habitants. Évidemment, grâce à la carte qui s'affiche maintenant, on se rend compte que cette augmentation exponentielle de la population du Brésil n'est pas sans effet sur la forêt tropicale. En vert clair, on va dire le vert intermédiaire, la surface originelle de la forêt à l'époque de Darwin. En vert un petit peu plus foncé, on voit ce qu'il en reste aujourd'hui. 10% uniquement demeure. Et évidemment, la disparition progressive de cette forêt a des effets énormes sur la biodiversité qui l'habite. On a choisi de se concentrer pendant notre escale au Brésil, c'était il y a quelques années maintenant, sur le paresseux. Et les scientifiques qu'on a rencontrés disent que les paresseux, en tout cas cette espèce très précisément, d'ici 20-30 ans, si rien n'est fait, elle va disparaître. Histoire intéressante, histoire déprimante.
Et comme nous, chez Captain Darwin, on veut engager les gens à la préservation de la biodiversité, on ne peut évidemment pas s'arrêter là. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des escales, on a décidé non seulement de qualifier le présent à l'aide du passé, ça c'est le concept de base, mais on essaye aussi de se projeter dans le futur, dans un futur désirable, en allant voir les gens, les femmes, les hommes, les collectifs qui partout autour de la planète essayent de protéger leur nature. Un exemple évident de la déforestation, eh bien, c'est tout simplement la reforestation. Donc là, on est en plein cœur de la forêt tropicale atlantique. On est avec une tribu amérindienne qui s'appelle les Patachos. Et ce programme, qui s'appelle le programme Arboretum, il est créé en coopération avec le gouvernement, des instances économiques et surtout les représentants de ces tribus amérindiennes. Et ils replantent. Ils replantent de manière extrêmement efficace, extrêmement organisée. Et ce genre d'histoire, on pense que c'est de nature à montrer que partout autour du monde, même si la situation n'est pas très bonne, eh bien, il y a des raisons d'espérer, il y a des raisons de croire, il y a des raisons d'être optimiste. Et finalement, nous, c'est ce qu'on fait. On passe des histoires, on raconte des histoires partout autour du monde qui nous semblent inspirantes, intéressantes pour ramener en France des bonnes pratiques et finalement dire sur le territoire en Bretagne, regardez comme eux s'activent pour protéger leur territoire, à nous maintenant de le faire chez nous. Et ça, du coup, c'est notre rôle ici, l'association à terre, puisqu'il y a l'association, là, il y a l'expédition que mène Victor partout autour du monde qui nous raconte cette histoire, 200 ans d'évolution. On est devant une image où le monde a changé. Ici, il est devant les glaciers de Patagonie et il y en a qui ont reculé de 16 km pour des raisons de réchauffement. Et ces histoires, elles sont marquantes et elles nous permettent de se placer devant et de se rendre compte du temps qui passe et de la biodiversité qui a changé. Elle a changé là-bas, mais elle a changé aussi ici, sur notre territoire en France. Et c'est pour ça que l'association existe et qu'elle active des programmes qui permettent de valoriser ces histoires et de les diffuser sous plusieurs manières. Ici, un programme pédagogique. Voilà. C'est ces histoires que nous raconte Victor tout autour du monde. Ils font bouger les gens. Et ils font bouger les gens avec une force et une manière qui est celle des gens qui veulent protéger leur territoire. Et ça, pour nous, c'est source d'inspiration. Et c'est ça qu'on a envie de ramener sur le territoire. Et c'est ça que l'on transforme ici en programme de sensibilisation, parce qu'il faut informer, et un programme d'action. Ici, on a compris que avec les jeunes de Brest, dans un quartier, il fallait sortir de la zone urbanisée et aller voir juste à côté, voir ce qui s'y cachait, voir un petit peu l'intérêt de son territoire et voir ce qu'on était en train de transformer. Donc là, on est en observation ornithologique sur le territoire brestois et on comprend un petit peu l'intérêt des métiers de l'environnement grâce au programme en cours. Ce programme de sensibilisation, pour nous, il était important de l'amener et de le comprendre, mais aussi l'intérêt de Captain Darwin, c'est d'engager les jeunes et de leur donner les modes d'action. On s'est auto-inspiré grâce à ce documentaire sur les patachos qui viennent renaturer leur espace et on a transformé avec nos outils académiques en un programme d'action sur le territoire et on active les collégiens et les lycéens dans un programme qui s'appelle Renaturer le monde commence ici. Quand on observe l'expédition Captain Darwin, on comprend que partout autour du monde, ces territoires ont besoin d'action et on a besoin de protéger chacun de nos territoires et à nous de le faire ici. Et rien de mieux que de commencer à comprendre le fonctionnement de la nature et de l'appliquer dans son propre établissement. Ici, on a le lycée Briseux à Quimper et on a renaturé 800 mètres carrés. 800 mètres carrés, c'est à la fin quand les arbres auront poussé. Pour le moment, c'était des petits arbustes comme ça. Voilà, donc ici, on est à Saint-Renan et on a fait une journée avec les parents, avec les éco-délégués pour comprendre la nature et pour aller observer les chauves-souris. Et là, on a pu replanter ce qui est en fait leur nourriture et leurs autoroutes.
et elles n'ont pas de route. Les chauves-souris, elles se baladent uniquement par les haies. Voilà, donc c'est quelque chose pour nous qui nous semble primordial dans ces temps où on est incertain et l'expansion urbaine qui gagne partout autour du monde la nature. Bah aujourd'hui, on a ce devoir-là sur nos territoires de s'activer et de se bouger. Et aujourd'hui, le concept Captain Darwin de l'évolution de la biodiversité, il nous permet d'activer tout ce monde-là. Et nous, on fait ça depuis 4 ans maintenant. Et c'est un réel plaisir de pouvoir continuer. Alors, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans grâce au soutien de la Fondation, puisque c'est vrai que la Fondation SNCF, c'était la première fondation à nous suivre sur du pluriannuel, ce qui n'est pas rien quand même quand on est une association. Ce qui est trop cool avec la SNCF, pour le coup, c'est qu'on a prolongé ce soutien et cette convention avec la Fondation à travers d'autres projets, avec d'autres émanations, on va dire, d'autres structures du groupe SNCF. Et le dernier projet en date, qui est trop cool, qui est visible en ce moment à Lorient. C'est une exposition sur la biodiversité du monde, le constat naturaliste qu'on documente partout autour de la planète et aussi ces histoires d'hommes et de femmes qui se bougent pour protéger leur nature. C'est une exposition qui a en ce moment, qu'on a fait grâce à SNCF TER Bresgo, Gare et Connexion, et puis évidemment la fondation qui nous permet de faire ces images. Et ça traduit, je pense, pour nous chez Captain Darwin, l'envie de diffuser un message qui est un message de réalisme sur l'état de notre planète, mais en même temps un message d'optimisme quant à notre pouvoir de faire quelque chose pour l'améliorer, on va dire. Alors c'est un équilibre qui est pas forcément toujours facile à tenir. Et ce message-là, on le diffuse. On le diffuse auprès des jeunes, évidemment, comme vient de l'expliquer Julien, mais aussi auprès du grand public. Et pour nous, c'est important d'aller dans des gares, dans des zones de passage, dans des zones populaires, faciles d'accès, pour raconter ce message à tout le monde et pas seulement à ceux qui sont déjà convaincus. L'exemple de la gare est assez parlant et dans 1 an à peu près, on a un gros projet qui va sortir. C'est un film sur France Télévisions. Alors France Télévisions, vous connaissez probablement. Voilà, il y a 200 ans, Darwin a posé les bases de la compréhension du vivant. À nous, aujourd'hui, de poser celle de sa préservation. Merci. Bravo à tous les deux pour ce que vous faites.